Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce webinaire consacré au respect des droits des majeurs protégés. Ce webinaire, on a voulu vous le proposer parce que lors de prise en charge de patients sous protection juridique, ça peut mettre à mal l'équipe soignante et du coup, on a voulu ce webinaire pour mieux vous éclairer et vous passer plusieurs informations à ce sujet-là. Alors, lorsqu'une altération des facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l'expression de la volonté est constatée, des mesures de protection juridique telles que la tutelle ou la curatelle peuvent être mises en place. Ces mesures de protection juridique constituent des contraintes pour la personne protégée, pouvant impacter son autonomie, sa capacité, son autodétermination. Comment alors arriver à concilier vulnérabilité et protection, accompagnement et maintien de l'autonomie? Ces interrogations, effectivement, sont assez prégnantes en matière de santé. Donc, pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir au sein de ce webinaire Florence Coiffier, qui nous rejoindra d'ici peu, qui est mandataire judiciaire à la protection des majeurs au CHS de la Chartreuse à Dijon. Dominique Dubois, qui est conseillère technique juriste au CREAI, le Centre régional d'études d'action et d'information de Bourgogne-de-Franche-Comté. Alain Calis, qui est médecin spécialiste en matière de protection des majeurs aux hospices civils de Beaune, et Florine Magrin, qui est assistante sociale au CHU de Besançon. Et pour animer ce webinaire, je serai accompagnée de Bérangère Martin, qui est auteure de l'article Mesures de protection juridique et réflexion éthique, lorsqu'elle était stagiaire à l'espace de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes, que vous pouvez retrouver sur notre site internet et en ligne également. Voilà, alors pour commencer ce webinaire, je vais vous laisser la parole, Madame Martin, pour un peu introduire ce webinaire et poser un peu les questions éthiques qui en découlent. Merci Madame Cornet pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, bien que les mesures de protection juridique ont largement évolué ces dernières décennies, toujours dans un objectif de protéger sans diminuer, on peut légitimement se poser la question de quelle peut être la prise en charge, l'accompagnement d'une personne dont la vulnérabilité déjà accrue est d'autant plus intensifiée par des problématiques de santé. Une des questions qu'on peut se poser, c'est comment et où placer le curseur de la compréhension de ces personnes protégées quant à leur état de santé. De nombreuses situations peuvent générer des conflits éthiques, des conflits de valeurs, de normes, mais aussi d'objectifs et de priorités qui sont pour les professionnels, mais également les proches de ces personnes protégées, de vrais cas de conscience. Et donc, comme vous l'expliquait Madame Cornet, ce webinaire, il vous propose d'éclairer ces interrogations. Donc, Madame Magrin, à qui je vais laisser la parole, va donc vous présenter une situation clinique, situation qui, par la suite, sera donc éclairée, commentée, expertisée par les intervenants. Voilà, donc Madame Magrin, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, c'est Florine Magrin. Comme le disait Madame Cornet, je suis assistante sociale au CHU à Besançon. Pour simple précision, j'interviens dans les services de soins palliatifs en pneumologie et en réanimation médicale, c'est-à-dire des services de soins dans lesquels, bien entendu, on rencontre régulièrement des patients bénéficiaires d'une mesure de protection. Et comme vous l'expliquait Madame Martin, on a choisi de vous détailler une situation clinique qui peut servir de support qui va être le plus concret possible à la réflexion et à l'échange. Je vais donc vous présenter cette situation. C'est celle de Monsieur P, qui a 54 ans. C'est un homme qui est porteur d'un polyhandicap évolutif, non pas dû à une maladie, mais à un accident de la voie publique avec un traumatisme crânien grave il y a de nombreuses années, il y a 18 ans. C'est un homme qui présente une tétraparésie et un syndrome frontal avec des troubles psychocomportementaux importants. Avec les années, il a une dépendance qui s'est accentuée et il est maintenant dépendant pour toutes les activités de la vie quotidienne. Il a aussi des troubles de la déglutition qui apparaissent depuis 1 à 2 années, troubles qui ont généré à plusieurs reprises des épisodes de pneumopathie depuis 1 année. Sa présentation clinique à ce monsieur, c'est la suivante. Il est alité le plus souvent, mais il a des temps durant lesquels il peut être installé au fauteuil ou en fauteuil de repos. Il a donc ces troubles de déglutition dont on parlait qui conduisent à ce qu'il ait une alimentation
adapté avec un régime mouliné, mais c'est un monsieur qui conserve un appétit correct et qui a un poids qui est stable. C'est un patient un patient ou un résident, si on parle de son lieu de vie, pardon, un patient qui est vigilant, conscient et qui a une expression orale qui a longtemps été correcte, mais qui se diminue petit à petit du fait d'une dysarthrie. Alors la dysarthrie, pour les non-initiés, c'est simplement les troubles de l'élocution. Sur le plan socio-familial, donc notre monsieur P, il vit dans une maison d'accueil spécialisée depuis 8 ans. Auparavant, il y a eu plusieurs tentatives de retour à la maison qui ont été réalisées à sa demande, tentatives qui se sont toujours soldées par des réhospitalisations, avec un échec du maintien à domicile lié principalement aux troubles psychocomportementaux dont on parlait, à type d'épisodes d'agressivité, d'intolérance à la frustration, de troubles du comportement avec parfois des mises en danger. Par exemple, c'est un monsieur qui peut se jeter de son fauteuil et qui, par conséquent, s'il est seul à la maison, en dehors des moments où il y a des aides humaines, peut rester longtemps au sol. C'est un monsieur qui a eu plusieurs hospitalisations en service de psychiatrie pour avoir un traitement le plus adapté possible en termes de psychotropes. Et c'est un monsieur qui bénéficie d'une mesure de tutelle depuis l'année qui a suivi l'accident de la voie publique. Et sa mesure de tutelle, elle est confiée à un mandataire qui travaille pour l'UDAF. Sur le plan familial, Monsieur P, il est divorcé. Il a une mère et un fils qui sont présents, ainsi qu'une ex-femme présents et concernée par sa situation. Le fils et la mère de Monsieur P, ils se sont mobilisés à différentes reprises pour soutenir la demande de retour et de maintien à domicile, qui n'ont jamais été possibles au-delà des quelques semaines avant réhospitalisation, comme on le disait précédemment. Son fils à Monsieur P, il exprime encore un sentiment de culpabilité sur cette impossibilité de maintenir Monsieur à la maison. Et l'ex-épouse, elle explique qu'elle se sent pour sa part coupable de le laisser vivre dans cet état-là, puisqu'il aurait toujours dit qu'il ne supporterait pas de vivre dans cette situation. Petite parenthèse sur sa capacité d'expression et d'autodétermination et sur ce qu'il a pu dire tout au long de sa prise en charge, donc des éléments qui sont transmis par son lieu de vie, par la maison d'accueil spécialisée. Monsieur P, il a toujours présenté des troubles mnésiques et une désorientation temporospatiale depuis son accident. Ses capacités de compréhension et d'expression, elles ont cependant été longtemps conservées et suffisantes pour permettre un échange. C'est un monsieur qui s'impliquait dans la relation avec les autres, qui exprimait volontiers son ressenti et ses états d'âme. D'ailleurs, il demandait un soutien psychologique quand c'était possible. Depuis quelques mois, cependant, les échanges et les interactions sont de plus en plus réduites du fait de la dysarthrie dont on parlait il y a quelques minutes, et puis probablement aussi du fait d'une aggravation de ses troubles cognitifs. Monsieur P, il est décrit comme ayant toujours eu une humeur plutôt triste, une irritabilité, des épisodes de colère et d'hétéroagressivité. Il a toujours en même temps expliqué qu'il voulait reprendre une vie normale, sans sembler pouvoir ou vouloir vraiment prendre conscience des troubles physiques, fonctionnels, cognitifs et psycho-comportementaux qui sont installés depuis l'accident, et qui sont les siens. Les premières années après l'accident, il a souvent expliqué son refus de vivre en institution en disant que tout ça s'était fait contre son gré. Au sein de la maison d'accueil spécialisée, il s'est pourtant montré sensible aux propositions qui sont faites, à l'empathie des professionnels, aux activités motrices, à la musique et à la relation avec les proches en général. Les professionnels constatent l'efficacité de ces différentes activités sur son comportement et son humeur pendant longtemps. Depuis l'apparition des troubles de déglutition, malheureusement, Monsieur P fait régulièrement le geste d'un pistolet sur la tempe. Et en même temps que les soignants et les professionnels de l'établissement expliquent qu'il a toujours adhéré très scrupuleusement à tous les soins et toutes les thérapeutiques qui étaient proposées malgré tout. Monsieur P, il est sur le point il débute en tout cas une nouvelle pneumopathie
et les professionnels de la maison d'accueil spécialisée s'interrogent sur la conduite à tenir, étant donné la récidive. Concernant d'éventuelles directives anticipées orales dont il aurait pu faire part, les professionnels référents concluent à des propos qui sont plutôt contradictoires de la part de M. P, puisque, on vient de le dire, il a toujours accepté les traitements, même s'il exprime de plus en plus son ras-le-bol et son refus de vivre. Concernant la famille par rapport à tout ça, l'ex-épouse, elle ne souhaite pas s'exprimer, et la mère et le fils de M. P, ils sont plutôt demandeurs de la poursuite de soins actifs. On arrive au moment où l'équipe de professionnels soignants ou socio-éducatifs de la masse décide de contacter la tutrice pour réfléchir à la situation et puis lui demander de trancher. Et on va voir la suite tous ensemble. Avant de passer la parole au prochain intervenant, ça me semblait intéressant de vous dire là plutôt du point de vue de ma place de travailleur social dans un établissement hospitalier comme un CHU qui est une grosse boutique. Qu'est-ce qui peut faire difficulté dans ce genre de situation très rapidement? Je crois que c'est assez simple de se dire qu'on est tous d'accord pour dire que M. P, il doit rester au cœur des décisions qui le concernent, et tout ça malgré ou avec les difficultés et les fragilités qui sont les siennes. Néanmoins, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent, et les questions qui se posent, elles vont faire l'objet des éclairages que les collègues vont vous apporter maintenant. C'est la question du consentement, bien sûr, alors celui du majeur ou le patient pour nous, comme celui du mandataire. Ce qui pose régulièrement question ou difficulté au CHU, c'est doit-on faire obligatoirement avec la consultation du mandataire, l'accord du mandataire pour tout, pour la sortie, pour le projet de soins, mais ça, on va avoir l'occasion de le détailler, je pense. C'est la conscience qu'on a que les structures qui prennent en charge ces patients-là au long cours, comme les maisons d'accueil spécialisées, elles connaissent très bien leurs résidents. C'est le souci de bien faire de la part des professionnels ici, bien sûr, mais à l'épreuve des responsabilités de chacun et en respectant la liberté qui doit rester celle du patient, alors avec toutes les limites qui sont les siennes. C'est, comme le disait Madame Martin, où est-ce qu'on place le curseur dans tout ça? Et on voit au quotidien que c'est pas si simple de savoir où le poser exactement. C'est ne pas diminuer, évidemment. C'est aussi, Madame Dubois en parlera, faire la différence entre les mesures de protection. On est très, très en difficulté à l'hôpital sur le pouvoir qui est donné, si je peux dire, aux mandataires en fonction du type de mesure. Et puis, comment on fait la part des choses entre tout ça, avec le cadre législatif, avec l'idée qu'on soutient la participation du patient autant que faire se peut, et puis qu'il faut placer des priorités néanmoins. Voilà ce que je pouvais vous dire pour planter un petit peu le décor, si je peux dire, de cette situation, et puis des échanges qu'on souhaitait partager avec vous aujourd'hui. Merci. Merci, Madame Magrin. Avant que je passe la parole à Madame Coffier qui est en train de se connecter de ce que je vois, il y a une question dans l'onglet Q&R, une question qui porte: est-ce que le patient demande-t-il la poursuite de soins pour ne pas souffrir et reste sur sa position de vouloir en finir? Alors, c'est une bonne question. Je suis pas sûre, déjà, je suis pas sûre qu'on puisse dire qu'il demande la poursuite des soins, hein. Ce qu'on dit, c'est que quand on lui fait des propositions, il les accepte malgré tout. C'est une nuance qui me semble importante. Et puis c'est une très bonne question dans la mesure où tout est lié à ce qu'on peut lui proposer. Alors, ça, du point de vue médical et purement sur le projet de soins, et puis aussi sur sa qualité de vie et sa vie en général au sein de la maison d'accueil spécialisée. Donc là, en tout cas, il ne demande pas à ce qu'on puisse poursuivre les soins à proprement parler. Il valide les propositions qui lui sont faites. Et la réflexion de comment on s'y prend maintenant qu'on est dans le cadre de la récidive de cette pneumopathie qui arrive à plusieurs reprises au cours d'une année,
on va voir qu'elle appartient à différents types de professionnels, d'où le fait que la masse s'appuie sur la tutrice, ou en tout cas souhaite s'appuyer sur la tutrice pour prendre la décision. Très bien, je vous remercie, Madame Magrin. On va donc passer à l'intervention de Monsieur Calice. Si vous êtes prêt. Bonjour à tous et à tous, à toutes et à tous, pardon. Je remercie déjà l'espace de réflexion éthique de Brno-Franche-Comté pour l'organisation de ce webinaire, pour son invitation. Donc moi, je suis le docteur Alain Calice, je suis médecin hospitalier au centre hospitalier de Beaune. J'ai une formation initiale en médecine d'urgence et en médecine légale et j'ai actuellement plusieurs activités au sein de mon établissement, dont une qui concerne spécifiquement les majeurs protégés, puisque je m'occupe un peu de l'évaluation de ces majeurs en vue de mise en place de mesures de protection. Dans le cas qui est exposé aujourd'hui, l'équipe de soins qui prend en charge ce patient est face à un dilemme éthique entre la bienfaisance et la non-malfaisance. Elle a l'impression que le patient souhaite qu'on le laisse tranquille, puisqu'il aurait mimé une tentative de suicide en positionnant ses doigts sur sa tempe comme s'il tenait un pistolet, et qu'il exprimerait de plus en plus un refus de vivre. Les proches, notamment sa mère et son fils, puisque son ex-femme a préféré de ne pas donner son avis, ont eux exprimé un souhait de poursuite de soins actifs. Donc la mise en place d'une limitation de soins dans ce cas va être difficile, voire même conflictuelle avec la famille. Ce qu'il faut savoir, c'est que même en cas de protection juridique, ici c'est une tutelle, le patient il doit consentir aux soins. Et l'équipe de soins, elle doit donc obtenir ce consentement. Ce consentement, il se fait évidemment dans la limite de capacité de compréhension du patient et sur la possibilité qu'il a d'exprimer sa volonté. Parce qu'il peut être capable de comprendre les choses, mais pas pouvoir l'exprimer, ou de ne pas comprendre les choses avec une expression possible. En cas d'incapacité à exprimer une volonté, c'est le tuteur. S'il y a une mesure de représentation, et ça je pense que le prochain intervenant va y revenir, c'est le tuteur donc qui prend la décision et qui, en cas de désaccord, peut saisir le juge qui sera amené à trancher la situation. Mon opinion, c'est que le tuteur, c'est pas un professionnel de santé, et malgré leur expérience et leurs habitudes des situations parfois très complexes, ils sont souvent gênés avec ça et ils vont probablement et en général se ranger derrière ce que l'équipe de soins aura choisi. Si l'équipe de soins elle pense de façon collégiale qu'il faut limiter les soins actifs, dans la situation actuelle où une nouvelle pneumopathie d'inhalation recommencerait, elle doit donc tenter d'évaluer la capacité de ce patient à consentir aux soins et à recueillir, si possible, ce consentement. Si elle considère que le patient ne peut pas exprimer sa volonté et qu'il ne peut donc pas consentir aux soins, elle doit se retourner vers le tuteur, avec, à mon sens, dans cette situation, l'avis de la personne de confiance, si elle existe, et de l'entourage proche, s'il n'y a pas de personne de confiance. Et c'est le tuteur qui devra donc décider pour le patient avec les informations qu'il aura reçues de l'équipe de soins. Cette capacité à consentir, elle pose souvent problème parce qu'elle est très difficile à faire préciser et malgré l'existence d'outils d'évaluation qui ne sont pas extrêmement nombreux et qui ne sont pas non plus tout à fait validés en la matière. La capacité de discernement, elle fait appel à 4 dimensions. En premier lieu, la compréhension. Le patient, il doit comprendre l'information. En deuxième, l'appréciation. Le patient, il doit reconnaître le problème et évaluer les conséquences des choix qu'il pourrait prendre. Le raisonnement. Le patient, il doit comparer des choix dits alternatifs et l'expression du choix. Le patient doit être en capacité de communiquer son choix. Alors, dans le cas de patients qui présentent des troubles neurocognitifs à des stades avancés, qui sont souvent non communicants, la question de l'expression de la volonté, elle paraît souvent simple, parce qu'elle est impossible. Le patient, il ne communique pas, il ne peut pas exprimer sa volonté. Mais même dans ces cas-là, qui sont supposés simples ou simplistes, on est parfois face à des patients qui, malgré leur incapacité à exprimer leur volonté, sont capables d'être opposants aux soins, voire violents quand on essaie de pratiquer aux soins. Est-ce qu'on doit en déduire qu'ils refusent les soins? C'est une vraie question. Et c'est souvent difficile à trancher. Dans tous les cas, la recherche de ce consentement,
va nécessiter des équipes de soins beaucoup plus de temps et d'énergie, nécessiter qu'on revienne parfois assez souvent sur le même sujet, à reposer la question, de façon à ce que les patients qui sont en difficulté puissent consentir de façon totalement éclairée. Dans le cas qui est là, on est face à un patient qui, en plus de surcroît, est jeune, et ça complexifie nettement la décision. Probablement que si cette problématique survenait, entre guillemets, c'est un sujet très âgé, on aurait peut-être moins de difficultés à décider de ce qu'il faut faire. Ce jeune, il a des capacités de communication qui sont limitées, parce qu'il a une dysarthrie. Il a des capacités de compréhension qui sont aussi assez limitées, avec des troubles cognitifs, des troubles frontaux. Donc, ça va donner lieu à un consentement et un discernement qui va être difficile. Par ailleurs, les choses ont l'air aussi fluctuantes, puisqu'il n'est pas toujours sur les mêmes opinions par rapport à ce qui se passe, par rapport à sa façon de réagir aux soins. Et comme la famille ne veut pas qu'on leur arrête les soins actifs, mais c'est aussi une décision qui peut être très difficile à prendre pour eux, l'équipe de soins va se retrouver en difficulté. L'équipe de soins peut aussi penser qu'il faudrait limiter les soins actifs et parfois interpréter certains gestes ou comportements du patient qui laisseraient penser qu'il veut aller dans ce sens-là. C'est de toute façon très difficile. L'équipe de soins pourra demander l'avis du tuteur, qui sera, à mon avis, bien ennuyé pour décider des choses et aura tendance à soit à se ranger à l'équipe de soins contre la famille ou l'inverse. Et le tuteur pourra aussi saisir le juge pour arrêter la décision, mais je ne suis pas certain que ce soit très souhaitable parce qu'une solution judiciaire en la matière n'est de toute façon pas très apaisante. Donc probablement que la solution, à mon sens, passera par des entretiens avec le patient répétés, avec l'équipe de soins, la famille et le tuteur, pour tenter de trouver un consensus dans le niveau d'engagement thérapeutique chez ce patient entre des soins totalement actifs d'une part et une limitation de soins de l'autre côté, en essayant de respecter de manière centrale la volonté du patient, puisque malgré tout, c'est ça qui est le plus important. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Calice. Nous allons prendre un petit temps pour prendre quelques questions qui sont claires. Je vois, Madame Morin, que vous êtes dans les starting blocks en train de répondre aux différentes questions. Par rapport justement aux questions à savoir quel type de mesures de protection à la personne est mis en place pour ce patient. Et quelle était l'autre question aussi? Vous avez déjà répondu, Madame Magrin, ou vous souhaitez prendre la parole là-dessus? Alors, j'ai répondu. C'est vrai que j'aurais pu préciser tutelle au bien et à la personne. Ce que j'ai pas redit non plus oralement, mais ça apparaissait sur la diapo de Cécile Cornet, c'est que c'est une situation fictive, hein, c'est-à-dire pour répondre aux questions de ne peut-il pas s'exprimer autrement, ordinateur, tablette, c'est une bonne question. Sur cette situation-là, à proprement parler, je peux pas le dire. Ce qu'on dit en parlant de la dysarthrie et des troubles, c'est pas qu'il est en dehors de toute capacité de s'exprimer, c'est que c'est pas aussi simple et fluide que pour une personne lambda. Alors après, peut-être qu'il y a d'autres outils qui peuvent être utilisés. Et les autres questions? Alors, les pneumopathies d'inhalation, je ne pense pas que ce soit à moi d'y répondre. Peut-être docteur Calice, effectivement, dans l'hypothèse de la pneumopathie d'inhalation récidivante, malgré une alimentation mixée qui pourrait déplaire au patient, pensez-vous que ce patient pourrait accepter une nutrition artificielle par gastrotomie? Par ailleurs, ce type d'alimentation ne serait-il pas de l'obstination déraisonnable dans le cas d'une pathologie incurable évolutive? Alors, moi, je pense que c'est difficile de répondre à la question parce que sans avoir le patient, sans le voir, c'est difficile. Là, la question qui se pose, c'est sa capacité de discernement. Moi, j'ai pas l'impression que ce patient il ait une capacité de discernement importante et qu'il puisse consentir à un soin aussi lourd qu'une gastrostomie qui nécessite quand même, c'est des soins assez importants. Euh, et après, malgré tout, il n'a pas. Donc, je suis pas sûr qu'il pourra consentir de manière totale à ça. C'est sûr que s'il fait des pneumopathies d'inhalation et qu'on lui met une gastrostomie, entre guillemets, on va régler le problème médical de manière assez simple, mais pour autant, on n'aura pas réglé la situation. Euh,
Puis par ailleurs, ce patient, il n'est pas atteint d'une pathologie incurable évolutive parce qu'en fait, il a un handicap, il a des troubles, mais c'est pas un malade avec un cancer qui a une espérance de vie à 2 ans. C'est un malade qui a un handicap, mais pour lequel on n'a aucune espérance de vie connue, en fait. Ok, très Voilà, bien. j'espère que j'ai répondu à la question. Je pense que oui. Alors, qu'avons-nous d'autre? Alors, peut-être une question générale. Est-ce que l'équipe de soins est formée à communiquer de façon adaptée sur les sujets de fin de vie à des personnes ayant des difficultés cognitives? Est-ce que ce genre de formation existe? Est-ce que l'un de vous pourrait apporter peut-être Moi, j'ai pas une connaissance de réponse? formation spécifique sur ce sujet-là. Alors après, ça dépend si il existe des façons de communiquer avec des tablettes ou des études de communication non verbaux chez les gens qui ont des troubles cognitifs ou des gens qui ont des troubles euh, notamment auditifs ou visuels. Mais des formations spécifiques, j'en connais pas en tout cas. Ok, merci. Est-ce que peut-être continuer dans les interventions de chacun, Madame Dubois, ou est-ce qu'on attend peut-être Madame Coffier? Oui, Madame Coffier a un petit peu de difficulté à se connecter. On essaie de trouver des solutions, mais oui, je pense que Madame Dubois, vous pouvez enchaîner en espérant qu'on arrive à voir Madame Coiffier pour clore un petit peu le propos. Tous. Dominique Dubois, je suis conseillère technique au CREAI Bourgogne-Franche-Comté et donc j'interviens régulièrement dans des formations sur les questions de protection des majeurs, que ce soit auprès des professionnels, auprès des personnes concernées, puisque je fais des formations pour les personnes en situation de handicap ou en difficulté qui ont des mesures de protection, et auprès des familles. Je voulais juste vous montrer quelques diapos, j'en ai pas beaucoup, mais pour remettre un peu de contexte sur ce que dit la loi. Donc je vais partager mon écran. Vous devez voir ma diapo quand même, déjà pour vous rappeler, je sors un petit peu du cas, mais de Monsieur P, c'est qu'il y a un principe de subsidiarité sur les mesures de protection et qu'on ne doit pas directement mettre des mesures de tutelle pour des personnes qui auraient des difficultés. Il existe des mesures non judiciaires. La première, c'est le mandat de protection future qui existe depuis 2007, qui est très peu utilisé, mais qui permet d'anticiper qui on souhaiterait, qui pourrait s'exprimer et nous accompagner quand on sera plus en état de le faire. Il existe aussi le système de procuration, hein, qui peut suffire pour un certain nombre de personnes, notamment les procurations bancaires, mais on peut avoir des procurations générales pour faire toutes les démarches, notamment dans le cas d'une personne âgée, pour que ce soit à la banque, avec les assurances, auprès des factures, enfin EDF, etc. Il y a également l'aménagement du régime matrimonial qui est possible pour les couples mariés. Il y a aussi les MASP, qui sont les mesures d'accompagnement administratif qui sont exercées en général par les départements et qui sont peu utilisées. Et je trouve que c'est bien dommage parce que ça permet d'avoir un accompagnement pour aider la personne à faire un budget, etc. Mais on sort un peu de notre propos. Et enfin, il y a les habilitations familiales qui existent depuis 2015. Et enfin, donc, il y a 3 mesures de protection judiciaire, à savoir la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Et au sein de la curatelle, on a les curatelles simples et les curatelles renforcées. Les sauvegardes de justice, il y en a très peu, sauf en tant que mesure provisoire, donc dans l'attente de prendre une mesure de protection.
Et curatelle simple, curatelle renforcée, on a quasiment 80% de curatelle renforcée pour seulement même 85% pour 15% de mesures de curatelle simple et enfin les tutelles. Juste pour... hop, j'arrive pas à faire défiler mes diapos. Voilà. Sur la question... alors, enfin, avant de vous mettre l'article du Code civil, excusez-moi, pour vous dire quand même que les choses ont beaucoup évolué depuis 2007. Avant 2007, il y avait les mesures de protection étaient essentiellement des mesures de protection sur les biens. Depuis 2007, on peut avoir également une protection de la personne. Euh, donc ça, c'est la première chose qu'il faut avoir en tête. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu longtemps des accords entre le Code civil et le Code de la santé publique, et notamment le Code de la santé publique, dont tout un tas d'articles parlaient de représentant légal, et sans faire de distinction entre tutelle et curatelle. Alors qu'en matière de santé, notamment, mais également pour plein d'autres choses, la curatelle, c'est un système d'assistance, alors que la tutelle, c'est un système de représentation. Et c'est vrai que du coup, quand on disait uniquement représentants légaux, du côté du secteur médical des médecins, c'est qu'ils ne faisaient pas du tout la différence entre tutelle et curatelle, ce qui n'est plus le cas, puisque depuis 2019, la loi a introduit dans le Code de la santé publique, elle distingue bien assistance ou représentation. Sachant que pour complexifier le tout, depuis 2019 aussi, les habilitations familiales peuvent être des habilitations représentation ou des habilitations assistance. C'est-à-dire qu'il y a une habilitation familiale assistance qui donne à peu près les mêmes pouvoirs qu'une curatelle, alors que l'habilitation familiale représentation donne à peu près les mêmes pouvoirs que la tutelle. Donc là, je vous ai un peu perdu, mais vous comprenez bien que tout ça, ça complexifie qui peut faire quoi. Avec, et j'en viens, alors, promis, je ne vais pas vous assommer avec beaucoup d'articles du Code civil, mais celui-là, il me paraît important. Il dit que la personne protégée, quelle que soit la mesure, puisqu'on ne précise pas, prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Donc ça, c'est quand même important, ça a été rappelé par les précédents intervenants, c'est qu'une personne, même sous mesure de protection, elle n'est pas dépossédée de tout pouvoir de décision. Alors, je réponds en direct, je vois des questions. Vous aurez le diaporama et je pourrais également, il y a une mallette pédagogique qui avait été faite par la Fédération des créailles qui reprend les différentes mesures qui existent et qui est à jour de 2021. Donc, vous pourrez avoir accès à ce document. Donc, je reviens à mon article 459. Pour que la personne puisse prendre une décision, il faut qu'elle puisse prendre une décision personnelle éclairée. Et c'est là tout le problème, Monsieur Calice le disait, c'est que comment on fait pour savoir que la personne est apte à donner une décision personnelle éclairée. Effectivement, là, on va aller voir, si je reprends le cas de Monsieur P, on va aller voir les professionnels de la masse qui le connaissent bien, on va aller voir sa famille, etc., pour avoir un avis et après trouver des moyens de communication parce que vous savez tous que c'est pas parce qu'on est non-verbal qu'on est non-communicant. Mais effectivement, dans les établissements sanitaires, la question de la communication avec des personnes lourdement handicapées qui ont du mal à s'exprimer, alors je ne travaille pas à l'hôpital, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de formation de cet ordre-là et c'est une vraie question. J'ai une collègue qui a fait un guide il n'y a pas tellement longtemps sur l'accompagnement de la fin de vie auprès des personnes en situation de handicap et elle a recensé un certain nombre d'outils qui existent et qui sont utilisés par les établissements médico-sociaux, mais je ne suis pas sûre qu'ils soient beaucoup utilisés dans le secteur sanitaire. C'est pareil, je pourrais vous mettre les liens sur la question. Mon article. Donc,
si vous avez bien compris, le principe, c'est quelle que soit la mesure, on doit recueillir le consentement de la personne. J'insiste, voyez en dessous, le recueil du consentement, depuis 2020, on dit qu'il doit être obtenu. Avant 2020, on disait uniquement le consentement doit être recherché. Donc, on voit qu'on insiste beaucoup sur cette question d'obtenir le consentement de la personne. Et si on estime qu'il n'est pas apte à exprimer sa volonté, c'est le tuteur ou l'habilité chargé de la protection euh, qui va décider. Mais pareil, on a introduit dans la loi la possibilité de saisir le juge en cas de désaccord. Alors, je suis d'accord avec M. Calice que ça ne va pas forcément euh, faire avancer beaucoup les choses parce que le juge va se retourner vers l'équipe médicale ou vers l'équipe de la masse ou la famille. Ce qui n'empêche que moi, je vois quand même, je suis au contact avec beaucoup de majeurs protégés qui me disent, je ne suis pas d'accord avec la décision de mon tuteur et c'est quand même important que eux, ils puissent faire valoir leurs droits auprès du juge. Donc, si c'est la personne qui saisit le juge, ça veut dire pour moi qu'elle est apte à exprimer sa volonté. Donc, en tout cas, c'est un indicateur. Ça ne marche pas à 100%, mais c'est quand même un vrai indicateur. Si la personne dit, je veux saisir le juge, si le majeur protégé le dit, on doit vraiment écouter ce qu'il dit. Et j'en finis par le dernier alinéa de l'article qui dit que la personne chargée de la mesure de protection peut prendre les mesures uniquement strictement nécessaires pour mettre fin au danger que le comportement de la personne ferait courir. C'est-à-dire que c'est pas décidé de tout, quoi. C'est oui, on le met hors de danger, mais sans aller totalement contre sa volonté. Euh, c'est toute la question. Il y a plusieurs questions qui avaient été posées quand vous êtes inscrit sur le webinaire, notamment est-ce qu'on peut forcer l'entrée en EHPAD d'une personne âgée? Si elle est contre, normalement, on ne peut pas l'obliger à intégrer un EHPAD. Je regarde les questions qui sont posées en même temps. Si je peux répondre, on me demande la différence entre une mesure judiciaire et hors judiciaire. Hors judiciaire, le juge ne va pas du tout intervenir. C'est-à-dire que hors judiciaire, c'est pas fait sous le contrôle du juge, c'est fait de façon pour l'habilitation familiale, par exemple, le juge va ouvrir l'habilitation familiale, mais après, on ne revient plus devant le juge, sauf s'il est saisi d'un rapport de difficulté. Donc, c'est la famille qui va gérer toute seule l'habilitation familiale sans avoir de compte à rendre de l'exercice de l'habilitation. Je vois des questions aussi sur alors, la personne de confiance, je vais y revenir dans un instant. Alors, je vois une question qui dit c'est quand même rare dans la réalité les situations où le majeur protégé est en capacité de saisir le juge. Eh ben, je peux vous dire que moi qui interviens, je fais une dizaine de formations par an auprès de majeurs protégés. Ils ne savent pas qu'ils ont le droit de saisir le juge. Donc oui, ils ne le saisissent pas. Euh, les- Si vous pensez à des personnes avec la maladie d'Alzheimer, effectivement, ça va être compliqué pour elles de saisir un juge. Mais moi, je vois des personnes en situation de handicap avec des déficiences intellectuelles ou des troubles psychiques qui seraient tout à fait en capacité de le faire s'ils savaient qu'ils ont le droit de le faire. Donc ça, c'est quand même il ne faut pas penser uniquement aux personnes âgées avec des troubles cognitifs plus. Il y a quand même une grosse proportion des majeurs protégés qui sont des personnes en situation de handicap, y compris très jeunes. Vous avez des personnes qui vont avoir une mesure dès leurs 18 ans, et c'est pas parce qu'ils sont en situation de handicap avec une déficience intellectuelle, des TND, des TSA, etc., qu'elles vont pas être en mesure de s'exprimer. Je me permets juste en plus de Oui. rajouter un petit point, Madame Dubois, par rapport à ce que vous venez de dire. Et effectivement, c'est d'autant plus aussi important que le majeur protégé puisse vraiment être acteur aussi de sa mesure. D'autant plus, je me permets de remettre une affirmation sur ce que vous venez de dire. Effectivement, l'importance de vraiment de protéger sans diminuer le majeur protégé. Et justement, c'est aussi une des missions des mandataires judiciaires, notamment, de vraiment inclure le majeur protégé
dans la mesure qui, au final, l'implique lui directement et seulement. Voilà, c'était ma petite intervention. Et c'est un vrai. Moi, je vois des personnes qui ont des mesures de tutelle, donc la mesure la plus forte, et qui sont travailleurs des AT et qui ont le permis de conduire. Donc, pour moi, s'il a été en capacité de passer le permis de conduire, ça me paraît quand même un petit peu étonnant que ce soit une mesure de protection qui ait été une mesure de tutelle qui a été mise pour une personne qui, par ailleurs, travaille. Enfin bon. Donc, j'en vois quand même encore beaucoup. Les curatelles simples, je l'ai dit, c'est très, très peu de mesures. Donc, on est quand même souvent avec des mesures assez fortes. Euh, Juste sur la personne de confiance, on y reviendra peut-être un petit peu après, parce que je vois que Madame Coeffier est connectée, mais je ne la vois pas à l'écran. Elle n'est plus là? Oui, elle était là et puis on ne la retrouve plus, Madame Coiffier. Donc continuez votre propos et puis dès qu'on aura un retour d'elle, on se permettra de lui passer le micro. Corama, pour aller sur alors, ça, j'y reviendrai peut-être à la fin. J'ai un petit schéma qui est fait que vous aurez également sur le consentement aux soins qui a été fait par mes collègues du CREAIO de France et qui explique simplement comment ça doit se passer. Sur la personne de confiance, euh, vous êtes beaucoup à la citer. Effectivement, elle existe depuis la loi du 4 mars 2002 en matière de santé. Mais elle existe désormais aussi, et ça c'est beaucoup moins connu, dans le secteur médico-social et médico-social depuis 2015. Et c'est donc la possibilité, quand on rentre en établissement médico-social, de désigner une personne de confiance qui pourra accompagner les personnes pas uniquement pour les décisions en matière de santé, mais également pour être là sur le projet personnalisé, etc. Et comment ça se passe quand on est sous mesure de protection? Jusqu'en 2016, c'était pas possible de désigner une personne de confiance quand on avait, après l'ouverture d'une mesure. Depuis 2016, on peut désigner une personne de confiance en plus du tuteur. Et ça me paraît quand même une possibilité euh, oui, c'est une possibilité intéressante parce que souvent les services de mandataires judiciaires, notamment, ils disent que c'est pas à eux de prendre une décision hyper personnelle comme les décisions en matière de santé. Et donc, c'est très possible d'avoir un tuteur service mandataire et d'avoir une personne de confiance que dans l'entourage de la personne, que ce soit quelqu'un de la famille ou un autre proche. Et pour les personnes sous curatelle, c'est également possible de désigner sans aucun souci une personne de confiance qui peut être le curateur, mais qui peut être également quelqu'un d'autre. Effectivement, personne de confiance, on peut également en désigner une pour les personnes qui sont suivies par un mandataire judiciaire, donc un professionnel. Euh, Tac, tac, tac. Et je voulais quand même aussi dire, pour conclure, enfin pour arrêter sur les diapos, mais quand même sur les directives anticipées, c'est possible pour les majeurs sous tutelle de faire des directives anticipées avec l'accord du juge, et pour les personnes sous curatelle, que ce soit une curatelle simple ou renforcée, c'est libre. Ça, c'est pareil, moi, quand j'interviens auprès des majeurs protégés, ils ignorent totalement qu'ils ont ces possibilités, que ce soit de désigner souvent la personne de confiance, ils ne savent pas, les directives anticipées, ils ne savent pas, et c'est vrai que ça pourrait être fait, et souvent, quand je vois les majeurs sous protection, quand je leur explique de quoi il s'agit, ils me disent, ben oui, en fait, j'aimerais bien pouvoir faire ce type de document. Mais il y a une vraie question de l'accès au droit que les personnes sous mesure de protection méconnaissent. Euh, c'est moins vrai quand c'est un service de mandataire judiciaire parce que, ils sont tenus à un certain nombre d'obligations, ils sont tenus au respect de la loi 2002, etc. Quand c'est des tuteurs familiaux, les familles, notamment, et je reviens sur les personnes en situation de handicap, les parents vont passer de l'autorité parentale à la mesure de protection en continuant à décider de beaucoup de choses à la place de la personne concernée. Donc voilà.
question de rappeler quel est le rôle de la personne de confiance lorsqu'il y a une mesure de tutelle. C'était la dernière question. Personne de confiance, elle n'est pas là pour prendre les décisions, mais effectivement, déjà, elle peut assister à tous les rendez-vous avec la personne, et puis quand la personne va plus être apte à s'exprimer, on va lui demander ce que la personne aurait souhaité. Donc, c'est pas elle qui décide à la place de la personne, mais elle est censée porter la parole de la personne. Très bien, merci Madame Dubois. Peut-être une question un peu plus générale à laquelle on n'a pour l'instant pas encore répondu. C'est la première. C'était une question de savoir, en cas d'urgence, est-ce que les professionnels peuvent entreprendre des démarches dans l'intérêt de la personne, accès au logement, faire des demandes administratives sans accord de la personne? Madame Dubois, Les professionnels, lesquels? je pense les mandataires judiciaires, Alors, dans le c'est dit qu'en cadre cas effectivement. d'urgence, effectivement, on peut faire des choses. C'était l'article que je vous avais. Mais on peut faire, donc, on peut, en cas d'urgence, faire les mesures strictement nécessaires pour mettre fin au danger. Par exemple, je ne sais pas s'il y a un risque Alors, d'incendie. Voilà. apparemment, c'était pour les travailleurs sociaux. Autant pour moi, ça ne concernait pas les mandataires, mais les travailleurs sociaux. Quel est le rôle des travailleurs sociaux au final Accéder au en cas logement. d'urgence? Alors après, il y a la question de la non-assistance à personne en danger qui vaut pour tout à chacun, hein. Donc, effectivement, mais après, la voie juridique normale, c'est un signalement au procureur. Si vous avez une personne, par exemple, qui refuse d'ouvrir la porte de chez elle, les travailleurs sociaux, ils n'ont pas le droit de forcer la porte de quelqu'un. Il n'y a que les forces de l'ordre qui ont le droit de le faire. Après, on arrive aussi sur autre chose, qui est la question des demandes d'hospitalisation sans consentement. Donc, mais là, qui se fait aussi, pareil, avec une procédure particulière. On fait une demande au procureur. Enfin bon, donc il y a quand même des règles spécifiques. Les travailleurs sociaux, ils n'ont pas le droit d'entrer chez les gens contre l'avis des gens. Enfin, je vois Madame Magras qui sourit. Non, Madame Magrin, elle est d'accord. Juste pour bien comprendre la question de la personne, je pense que c'était quelle place les travailleurs sociaux peuvent prendre s'il n'y a pas de mesure de protection. Je pense que c'était plutôt ça la question, parce que s'il y en a une, il me semble que le travail avec le mandataire, il simplifie quand même les choses. Bon, quand bien même, évidemment, on n'entre pas chez n'importe qui, n'importe comment. Mais non, non, je suis d'accord avec vous, Madame Dubois. Il y a une petite, effectivement, la personne a spécifié un peu sa question. C'est vraiment le cas lorsque la personne hospitalisée, pardon. Comment aider la personne quand elle n'est pas encore en mesure, qu'elle n'est pas en mesure de prendre des décisions et qui n'a pas eu encore de mesures, je pense, de la part du juge qui prend effectivement de plusieurs mois avant d'être mis en œuvre. Alors là, pour le coup, je peux peut-être répondre, ça va être partiel, hein, mais c'est une vraie galère, on va pas se le cacher. Si tant est que cette problématique-là, elle concerne une personne qui est en situation d'isolement en plus, c'est d'autant plus compliqué. Ce que je serais tentée de dire, c'est en cas d'hospitalisation, s'il y a des démarches à entreprendre, notamment celles qui concernent le logement, et puis qu'on a besoin d'y accéder, soit on peut recueillir l'avis et l'accord du patient, à minima, et ça même s'il est en attente d'une mesure de protection, et puis essayer de faire les choses dans son intérêt avec la capacité qu'il a à participer à ces décisions-là. Soit on va le faire avec des proches quand il y a des proches. En tout cas, on a des pouvoirs qui sont évidemment limités. Après, Moi, je peux me permettre de donner une forme de réponse aussi. Je suis assez souvent confronté dans mon exercice avec les assistants sociaux de mon établissement, où on a souvent des gens qui sont comme ça, hospitalisés, qui sont pas du tout, qui sont plutôt en capacité de discernement, et pour lesquels il faut faire parfois quelques mesures administratives ou même des mesures conservatoires. Alors c'est vrai qu'on fait des signalements, mais la réponse, c'est pas la réponse immédiate, hein, parce qu'il faut quand même quelques mois avant que les choses se mettent en place. Et que souvent, moi, ce que je conseille aux assistants sociaux, c'est que s'il y a des mesures conservatoires à faire, il faut le faire, en fait.
Je pense qu'il y a de la bienveillance à faire. Il y a une attitude en France qu'on dit en bon père de famille, c'est-à-dire que s'il faut aller dans l'appartement, ouvrir l'appartement pour récupérer des choses, faire en sorte que s'il y a une fuite d'eau, j'ai déjà eu ça, un appartement où il y a une fuite d'eau, il faut faire quelque chose, quoi. On ne peut pas laisser les choses en l'état quand il n'y a pas de famille, quand il n'y a pas de proches. Donc je pense il faut choisir les choses avec discernement quand c'est et quand il n'y a pas de risque derrière. Mais je pense qu'il faut faire des choses quand même. On ne peut pas laisser les choses comme ça. Oui, oui, c'est évident. C'est sûr, si, je sais pas, moi, il y a le chat qui est enfermé ou le chien qui est enfermé dans l'appartement, s'il y a, je suppose que, voilà, c'est comment on fait. C'était surtout, moi, d'intervenir contre la volonté de la personne. Qu'on ne peut pas Ouais, forcer la porte d'entrée si quelqu'un tout à fait. euh, est chez lui et qui refuse que les gens entrent, quoi. C'est ça surtout. Après on a la même problématique avec les patients qui, a priori, de ce que disent l'équipe de soins, sont contre le placement dans des maisons de retraite parce qu'ils veulent retourner à domicile. Parfois, on a des situations catastrophiques où on a des lieux qui sont insalubres, des patients qui sont en état d'incurie, et on ne peut pas décemment accepter même avec la liberté individuelle de choix, de les laisser rentrer à domicile. Donc parfois, en fait, c'est des placements qui sont faits plus ou moins contre la volonté du patient parce que c'est très compliqué à gérer en fait. Et si on attend les mesures de protection, puis après les décisions judiciaires pour les placements, il se passe en général une petite année qu'on ne sait pas plus. Et moi, ce que je conseille en cas d'urgence, et c'est déjà arrivé, voilà, on fait un peu contre la volonté du patient, mais qu'il n'y a plus vraiment de capacité de discernement, mais parce qu'on n'a pas le choix en fait. Oui, on fait les choses dans son Très intérêt. bien, merci. Mm. Elle a précisé encore sa question, Madame, la personne qui parlait de l'hospitalisation, en disant en fait elle cherchait surtout à savoir s'il y avait un cadre juridique qui permettait de faire des démarches quand il y avait une hospitalisation et un patient tout à fait en dehors de la capacité d'agir. Je pense que c'était ça la question en fait, Madame Dubois. Euh, Mais c'est sûr que les forces de l'ordre, ils ne vont pas venir avec vous seulement si vous leur demandez. Ils peuvent y aller uniquement si le procureur ordonne d'y aller, hein. Euh, alors, après, il y a des choses qui peuvent être faites avec l'accord de la... Enfin, quand même, l'idée, c'est de demander l'accord de la personne avant de faire des choses. C'est quand même... Alors après, quand elle n'est pas du tout en état de s'exprimer, c'est autre chose. Mais c'est vrai que... alors, je ne sais, enfin, c'est vous qui êtes à l'hôpital et puis qui voyez comment vous faites concrètement. Moi, je vois le côté, qu'est-ce qu'il y a dans le code civil. Moi, je pense que justement, étant à l'hôpital et puis parfois aussi aux urgences, il y a la loi, il y a son application et il y a ce que parfois on fait pas parce qu'on n'a pas le choix. Tout à l'heure, on parlait d'hospitalisation sans consentement. Typiquement, dans les établissements publics de santé qui n'ont pas d'autorisation d'exercice en psychiatrie, on ne peut pas normalement hospitaliser les gens sans consentement. Et pour autant, on le fait tous les jours parce qu'on a des patients psychiatriques, des patients âgés, des patients avec des intoxications qu'on garde contre leur gré, mais parce que on les protège en fait et qu'on peut pas les laisser partir parce qu'ils ont envie de partir, même si la loi finalement ne nous le permet pas. Donc voilà. Après, c'est pas parce qu'il y a une loi que derrière on va forcément risquer des poursuites et risquer des choses. Enfin, les magistrats font preuve d'un peu de discernement quand même, hein. C'est pas ouais, et le procureur surtout. En lien avec ce que vous venez de dire, docteur Cadiz, il y a une personne qui a dit il peut être parfois difficile d'articuler la question de la dignité de la personne avec sa mise en sécurité et le respect de sa volonté. Ah oui, après, je pense qu'après, c'est un exercice, c'est pas des mathématiques, hein. C'est-à-dire que voilà, parfois, il y a des personnes qui vivent en état d'incurie, qui veulent continuer à vivre comme ça. Donc, faut parfois faire des arrangements un peu avec tout ça et essayer de faire les choses en respectant leur volonté, mais
mais sans pour autant les laisser vivre dans des conditions indignes. Je pense qu'après, il n'y a pas de réponse univoque à ce niveau-là. C'est des situations, chaque situation est différente et on essaie de faire au mieux. Mais la réponse judiciaire, enfin, et juridique, elle n'est pas toujours forcément appropriée pour autant. Je crois que ce qu'on essaie de faire à l'hôpital, c'est pour rejoindre ce que dit le docteur Calice, c'est ce qu'on fait beaucoup en travail social, hein, c'est respecter le cadre et la personne autant que faire se peut, mais ça passe surtout par trouver des compromis. C'est à peu près l'essentiel de notre quotidien à l'hôpital, mais je pense que c'est vrai pour un certain nombre d'entre vous en termes de travail et d'accompagnement social ou professionnel. Je crois que c'est un peu l'objet de ce webinaire, de dire que le droit, il n'a pas réponse à tout et que l'éthique, enfin, les deux sont en tension et que la question éthique, elle est omniprésente dans ces situations. C'est qu'on ne peut pas penser juridique en mettant l'éthique de côté. Donc effectivement, s'il faut aller chercher des affaires à la personne chez elle, s'il faut... voilà. Le, Moi, ce que je vois surtout, c'est la question du respect des droits des personnes. C'est ça surtout que je trouve importante d'avoir à l'esprit et de se dire que c'est pas parce que la personne a une mesure de protection qu'elle décide plus rien du tout. C'est ça surtout que si elle est en capacité de le faire, si elle n'est pas en capacité de le faire, effectivement, voilà, sachant que je vois, oui, j'en ai pas parlé, il y a quelqu'un qui dit qu'en cas d'urgence, on peut demander un mandat spécial. Effectivement, le mandat spécial, il va permettre l'ouverture d'une sauvegarde de justice en attendant que le juge des tutelles statue sur la mesure de protection. Donc, c'est possible quand même d'avoir des décisions qui sont censées être assez rapides. Dans la réalité, vous entendez bien que les tribunaux sont débordés et que donc légalement, il y a une mesure d'urgence qui peut être prise, mais l'urgence est parfois, ça ne sera pas un an, mais ça sera quand même quelques semaines. Ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique, ça c'est sûr. Je pense qu'en matière d'urgence, moi, je rajouterais, parce que c'est des choses qui sont très peu utilisées, c'est les sauvegardes médicales qui sont possibles, que ce soit en établissement de santé ou en établissement en ESMS aussi, on peut faire ça en fait, et qui vont beaucoup plus vite que des mesures de protection judiciaire standard. Peut-être je vais prendre la parole je vais laisser la parole à Carole Mercuzzo qui voudrait s'exprimer. Je lui laisse le micro. Madame Mercuzzo, si vous pouviez activer votre son pour poser votre question. Voilà. Ah, Alors, bon. vous m'entendez? Oui, Alors, je pense qu'on a vraiment un problème de connexion, parce qu'en fait, là, c'est Madame Coeffier qui parle. très bien. Eh ben, très bien. Madame Coiffier, ravie de vous avoir enfin. Donc, Donc, Madame Coiffier, qui est notre mandataire judiciaire qui va pouvoir. la caméra, et je euh, ne sais pas pourquoi vous m'identifiez avec Carole Mercuzzo, mais bon, bon, c'est pas grave. On va vous laisser du coup la parole, c'est peut-être pour que j'ai pour. rajouté, c'est que j'ai quasiment rien entendu des débats. Mm, mm. Désolée, ça fait voilà, ça fait 1 heure que j'essaye de me connecter désespérément. Et là, pourquoi sur mon PC, j'ai la connexion de Carole Mercuzzo, je l'ignore. Vous posez du coup les questions qui restent spécifiques à la mandataire judiciaire. Bérangère, est-ce que vous en avez? Alors, qu'a-t-on peut-être les questions qu'il y a eu en amont du webinaire qui ont eu lieu lors de l'inscription des participants. Comment expliquer à ces personnes ces différentes mesures? Vous, peut-être en tant que mandataire judiciaire, comment expliquez-vous la mesure à la personne que vous représentez ou que vous assistez? Alors, les mesures, je les explique aussi simplement que possible et toujours en fonction de l'état de santé de la personne, en fait. C'est adapté à chaque majeur protégé en fonction des capacités que je peux sentir de compréhension. Et peut-être dans le cas justement d'un majeur protégé qui a des grosses problématiques de santé, peut-être expliquer aux participants comment dans ces cas-là vous gérez la situation Alors, quel est votre plan d'action entre guillemets. moi, j'avoue que je leur explique bien que c'est une mesure au bien et à la personne, mais qu'en matière de personne, ça reste eux les principaux
décisionnaire et que je n'interviendrai que s'il y a un désaccord ou vraiment une incapacité totale pour eux de décider, mais j'interviendrai pas à l'inverse de leur avis, sauf si un médecin m'écrit ou m'explique noir sur blanc. C'est vraiment, c'est vraiment que la personne va je dirais ça peut nuire à sa santé, mais même dans ce cas-là, j'estime qu'ils sont en droit de décider ce qu'ils veulent. Mm. C'est Très quand bien. même Et peut-être une autre question aussi, peut-être qui est en lien avec votre réponse, pardon, peut-être comment co-construire un projet de vie, un projet de soins justement avec le major protégé. comment je vous entends mal, je suis désolée. Vous pouvez Vous répéter m'entendez mieux là ou pas? mal. Oui. Comment co-construire un projet de vie, un projet de soins avec le major protégé? Ça sera toujours en lien avec les équipes qui l'accueillent, que ce soit une équipe de soins ou une équipe dans un établissement médico-social. Je ne vois pas construire un projet juste le major protégé et moi. J'estime que j'ai pas, même en étant tuteur, il faut forcément que les équipes qui gravitent autour d'une majeure protégée soient associées, impliquées, parce que j'ai pas déjà les connaissances médicales nécessaires pour l'aider à construire un projet de vie qui soit adapté à son état de santé. Et aussi, je me permets, la question que l'on se posait, c'était lorsque vous avez affaire à une prise en charge d'un majeur protégé, souvent l'équipe soignante vient vers vous et vous demande typiquement, bon, qu'est-ce que l'on fait maintenant? Et c'est là où vous expliquez que c'est pas vous qui êtes la propre décisionnaire, mais que vous avez une réflexion, me semble-t-il. Ah ben, je pense qu'il faut que la réflexion elle soit menée en équipe, même si c'est effectivement le tuteur qui représente la personne. Le tuteur, il n'est pas juridiquement, effectivement, hein, c'est lui qui a la main, mais moi j'estime en tant que tuteur, je ne m'estime pas en capacité de décider seul, sans les avis de l'équipe qui va tourner autour du patient ou éventuellement de la famille. Euh, enfin, c'est pas même si je suis nommée pour représenter le patient, c'est pas moi qui le vis au quotidien, le patient. C'est les équipes qui vont avoir l'habitude de ces expressions, de ce qu'il peut exprimer. C'est les médecins qui vont me conseiller pour me dire, bah, écoutez, là, on constate que depuis un mois, ben, enfin, il peut de moins en moins s'exprimer ou avoir des propos cohérents. Nous, on pense que, dire, le tuteur, oui, il est nommé, mais c'est pas lui qui est au quotidien auprès du majeur protégé. Je pense qu'à chaque fois, j'essaye, moi, de faire qu'il y ait une décision consensuelle. Effectivement, la nécessité de penser la décision et de partager aussi avec les autres professionnels qui entourent le majeur protégé afin d'orienter au mieux euh, une décision, en tout cas d'aller vers une solution, en tout cas une piste de réflexion, mais de partager la réflexion à plusieurs. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, je suis désolée, on va devoir peut-être terminer ce webinaire. On a déjà un petit peu dépassé. En tout cas, je vous remercie de votre présence, même si ça a été un peu compliqué avec Madame Coiffier, mais bon, on vous a quand même entendu. Et ce webinaire donc est enregistré et vous sera retransmis. Vous pourrez le retrouver en replay.